Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouveau Mindy Minatech by Giant. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guy Châtaignier, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en sciences et techniques industrielles et technologies, pour répondre à comment répondre aux besoins en emploi et compétences dans les filières scientifiques et technologiques. Regard et action avec l'éducation nationale. Je te remercie, Guy, d'être à nouveau parmi nous à Minatech et bonne conférence. Merci Francine, merci. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet peut paraître ambitieux, bien sûr. Il nous revient pourtant au niveau de l'éducation nationale, mais au-delà avec l'enseignement supérieur et la recherche, vous savez, selon les ministères, tantôt c'est dedans, tantôt c'est à côté, de répondre évidemment, ou d'essayer de répondre pour ce qui concerne la part de l'éducation nationale, aux besoins en emploi et en compétences des entreprises, bien sûr, mais de la société en général. Donc, je devais venir réaliser cette conférence avec Myrtille Gardet, qui est aussi inspectrice d'académie, mais elle a eu une indisponibilité aujourd'hui, donc je vais essayer de m'acquitter de la tâche tout seul. Je vais articuler, si vous voulez, cette présentation autour d'abord de l'enjeu, vous voyez, je n'ai pas mis de pluriel, d'un petit rappel peut-être du plan France 2030. Je pense enfoncer un certain nombre de portes ouvertes là pour vous. Aujourd'hui, quels sont les parcours de formation dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur pour mettre en perspective justement comment on peut aujourd'hui répondre à ces besoins d'emploi et de compétences. Un petit zoom sur le bachelor universitaire de technologie qui est une nouveauté. Vous donnez quelques repères aujourd'hui sur les effectifs dans ces différents parcours et enfin rentrer dans le vif du sujet à travers peut-être l'énoncé de quelques freins et d'actions que l'on conduit aujourd'hui et surtout donner un ou deux exemples qui permettront de montrer comment on peut essayer d'y répondre. L'enjeu, finalement, il est relativement simple, vous voyez, il est énoncé ici, c'est de disposer des compétences scientifiques, technologiques, d'ingénierie, d'innovation pour réussir à la fois les transitions écologiques, énergétiques, numériques et en même temps garantir la souveraineté qu'on entend aujourd'hui française et européenne au sens de filières stratégiques qui ont été identifiées. C'est pas à vous que je vais exposer les motivations profondes, évidemment, de ces enjeux-là, au regard du dernier rapport du GIEC sur le changement climatique, au regard des conflits géopolitiques qui se développent, au regard peut-être de conflits géopolitiques qui pourraient se développer avec le changement climatique. On a vu la fragilité de nos sociétés quand arrive un certain nombre de pandémies comme la Covid. On n'était plus capable de trouver des masques. On n'a toujours pas d'usine de fabrication de paracétamol en France, mais on peut prendre aussi comme exemple différents aspects d'accès aux matières premières, d'accès, puisqu'on est à Grenoble, de composants électroniques, évidemment, qui avaient mis, vous vous rappelez, à l'arrêt plusieurs chaînes de production. Donc on a une série d'enjeux comme cela qui se combinent finalement des défis et qui nécessitent la réponse à l'enjeu qui est de disposer effectivement des compétences scientifiques, technologiques dont le pays a besoin, l'Europe d'une manière plus générale, pour répondre aux besoins de la société. Alors, tout le monde aujourd'hui a bien compris avec les différents événements qu'il fallait réagir. Et il y a à la fois un plan européen, il y a aussi des modifications qui sont apportées dans les traités de manière à autoriser certaines opérations qui étaient autrefois interdites en Europe, notamment aux pays de financer directement leurs entreprises sur des plans d'action. Et ça s'est traduit en France par le plan France 2030, qui est organisé autour de 10 objectifs qui sont pour mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre.
ils ont été déclinés ainsi, et 6 leviers vraiment déterminants pour réussir ces objectifs, avec un budget de 54 milliards d'euros qui sont déployés sur 5 années. Je ne vais pas vous lire de manière approfondie l'ensemble de ces items, mais simplement peut-être citer des mots-clés qui permettent de mettre en perspective finalement l'évolution souhaitée des formations, à la fois dans le second degré, mais aussi dans le supérieur. Donc vous voyez, mieux produire, ces petits réacteurs modulaires, hein, on est sur des réacteurs nucléaires bien entendu, leader de l'hydrogène vert, les énergies renouvelables, on connaît tout ça, CEA, décarboner, bien évidemment, compte tenu des enjeux qui étaient définis précédemment, produire en France 2 millions de véhicules électriques et hybrides. Vous avez tous en tête les projets sur les gigafactories qui sont aujourd'hui en voie de réalisation. Produire un avion bas carbone, ça ne nous étonnera pas compte tenu de la place dans la construction des aéronefs de la France. Mieux vivre autour d'une alimentation saine, durable, traçable, produire des biomédicaments, placer la France en tête de la production contenu culturel et créatif, mieux comprendre avec 2 axes bien importants, aventure spatiale et grands fonds marins. On sait bien pourquoi aussi il faut aller voir en profondeur comment cela s'articule. Les 6 leviers qu'on retrouve ici, qui ont été identifiés, l'accès aux matières premières, sécuriser l'accès aux composants stratégiques, notamment électroniques, mais il y a aussi la robotique, les machines intelligentes, développer les talents en construisant les formations de demain, ça fait écho évidemment à ce que l'on traite aujourd'hui, maîtriser des technologies numériques souveraines, s'appuyer sur l'excellence de nos écosystèmes, industrialisation et croissance des startups. Encore une fois, ce n'est pas un plan isolé qu'aurait imaginé la France toute seule dans son coin, c'est bien dans un environnement international et à travers des projets, notamment le plan de relance européen. Si maintenant on regarde en rapport de ces rappels, si vous voulez, qui permettent de définir des filières un peu stratégiques, alors on se dit, mais quels sont plutôt les parcours et les voies de formation qu'on trouve aujourd'hui dans le système éducatif? Je ne vais pas rentrer dans les détails et toutes les subtilités, évidemment, les innombrables passerelles pour passer d'un côté à l'autre, mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'imaginer quels sont les parcours principaux, les flux principaux qui sont à l'heure. Voilà. Jusqu'en troisième, l'éducation nationale forme à ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences du socle commun et les fondamentaux, de manière à ce qu'ils puissent finalement réussir leur entrée dans la vie active, et puis aussi poursuivre des études, puisque tout de même, à peu près tout le monde poursuit des études aujourd'hui après la troisième, et c'est bien heureux. La troisième constitue un premier palier d'orientation, soit vers ce qu'on appelle la voie professionnelle, à travers une seconde professionnelle qui est organisée en famille de métiers, puis ensuite, c'est une sorte d'orientation progressive, on se spécialise un peu plus dès la première puis la terminale, ou bien, après la troisième, on choisit une seconde générale et technologique qui elle-même va permettre d'avoir 2 choix en fin de seconde générale et technologique vers ce qu'on appelle la voie générale avec au bout le bac général, ou bien le baccalauréat technologique. À l'intérieur même du bac technologique et de la voie générale, les élèves ont des choix à faire. La dernière réforme a supprimé les séries pour mettre en place des spécialités, un grand nombre de spécialités qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui, mais les élèves entrant en première doivent choisir 3 spécialités parmi toutes celles qui leur sont offertes en première, et ils devront en choisir 2 parmi les 3 qu'ils avaient choisis en première en terminale. Et s'ils choisissent la voie technologique, ils auront à choisir une des 8 séries technologiques qui existent aujourd'hui. Après le baccalauréat,
beaucoup d'étudiants aujourd'hui poursuivent après le baccalauréat. Si, prenons-le en descendant, après un baccalauréat professionnel, c'est conçu pour pouvoir poursuivre des études ou bien aller vers une entrée en poursuite d'études de type BTS, un brevet de technicien supérieur. Après un baccalauréat technologique, dans des voies qui sont généralement en poursuite de filière, on peut aller aussi vers ces brevets de technicien supérieur, vers une classe préparatoire aux grandes écoles réservée aux jeunes qui sont de ces séries technologiques dans différents champs, ou même intégrer des cycles préparatoires intégrés. Ou bien encore aller vers ce qui est nouveau, et on va y revenir, ce qu'on appelle aujourd'hui le bachelor universitaire de technologie, ou des écoles plus spécialisées comme l'ISFI, c'est-à-dire les écoles d'infirmières, les écoles des travailleurs sociaux, ou encore les arts appliqués. Après le bac général, on peut aussi rejoindre toutes ces écoles, école d'infirmières, école des travailleurs sociaux, bachelor universitaire de technologie, ou bien, comme vous le savez, les fameux squelettes préparatoires aux grandes écoles ou cycles préparatoires intégrés qui vont directement vers les écoles après des concours, ou encore les licences. Du classique que les gens connaissent généralement, après une CPGE, on intègre une école d'ingé, une école de management. Vous voyez, il y a différentes catégories, communication, commerce. Après une licence, on va vers un master d'une manière générale. Mais il ne faut pas oublier la petite flèche qui est ici, vous voyez. Bon, si elle y est. Qui est là, qui permet, après ces CPGE technologiques, de rejoindre aussi des écoles d'ingénieurs. Ça se complexifie, je vais aller vite. On peut, après un BUT, rejoindre évidemment des cursus de licence, des cursus de master, des écoles d'ingénieurs. On peut aussi passer par des classes préparatoires spécialisées qu'on appelle adaptation technicien supérieur, qui permettent de représenter des catégories de concours. Et ça se complique un petit peu. Et puis, enfin, à partir d'un BTS, on peut aussi entrer en licence professionnelle ou bien récupérer cette classe préparatoire d'adaptation technicien supérieur, ou enfin, bien sûr, travailler, rentrer dans la vie active. Il faut bien aller travailler, rentrer dans la vie active. Et on imagine que tout cela, en fait, on était plutôt sur un cursus, vous voyez, non pas linéaire, mais de formation initiale. Tout cela, il faut le repenser dans un cadre aujourd'hui de formation tout au long de la vie, où on va pouvoir avoir des périodes d'emploi, retourner en formation, même si tout n'est pas simple, etc. De toute façon, la formation continue va être dans l'avenir quelque chose d'essentiel pour pouvoir maintenir les niveaux des compétences face à des connaissances et des technologies qui évoluent rapidement. Je vous avais promis un petit zoom sur le but. Le but, c'est ça. Il date de tout récemment, puisqu'il a été créé par l'arrêté du 6 décembre 2019, qui réforme la licence professionnelle et qui, en fait, le BUT est une licence professionnelle dont l'appellation bachelor universitaire de technologie est réservée aux IUT. Okay. Il donne un grade de licence, et le DUT, qui était le diplôme de sortie des IUT, est conservé, mais simplement comme diplôme intermédiaire, parce qu'on imagine, enfin le législateur a imaginé que l'on puisse avoir des entrées à différents niveaux et puis des sorties à différents niveaux pour fluidifier et augmenter le nombre de parcours. La nouveauté peut-être, c'est que dans cet arrêté de 2019, il a été demandé par le législateur à ce qu'il y ait au moins 50% de bacheliers qui soient admis en première année d'IUT. Ça change la donne par rapport à ce qui existait aujourd'hui, où aucune contrainte n'était véritablement fixée. Et ça met du coup en perspective les séries technologiques que j'énonçais par rapport à ce nouveau bachelor universitaire de technologie. Mais ce n'est pas simplement avoir ajouté une année en plus, hein. C'est pas on a fait DUT plus 1, avant il y avait DUT plus licence professionnelle ou d'autres poursuites d'études. Aujourd'hui, c'est un BUT qui a été reconsidéré et où on a de manière progressive à la fois mis ce qu'on appelle des
des ressources et des situations d'apprentissage et d'évaluation, c'est-à-dire des modalités pédagogiques qui sont plus axées compétences ou plus connaissances, et on les a réparties sur les 3 années, alors qu'avant on était plutôt dans un schéma 2+1, le +1 de la licence pro qui était la professionnalisation. Je ne vous liste pas, 24 spécialités de BUT, c'est en fait les 24 spécialités de DUT qui existaient précédemment. Donc rien de neuf, ils ont transformé les DUT en BUT à partir des 24 spécialités qui existaient. Elles correspondent déjà aux besoins en emploi et en compétences. Quelques repères sur les effectifs. Alors, un petit constat. On a toujours les données avec un décalage temporel, bien sûr. En 2019, grosso modo, on avait 860 000 élèves inscrits en classe de troisième. Et quand on regarde ce qu'ils deviennent en 2020, donc à la rentrée suivante, on s'aperçoit que presque 65% sont en seconde générale et technologique. Vous vous rappelez le petit chemin, les petits parcours qu'on avait précédemment. 32% sont en formation professionnelle en lycée ou en CFA, c'est-à-dire sous statut scolaire ou par apprentissage. Okay. Et si on regarde de 2007 à 2020, eh bien, on a une croissance permanente des effectifs en seconde générale et technologique et on a une baisse continue, bien que modérée, quand on regarde la voie professionnelle. L'apprentissage, on en dira un mot après. Si on regarde sur une période historique un peu plus grande, de 1980 à 2020, j'aurais pu remonter plus tôt, mais ça, on est toujours sur la même évolution. Vous voyez, si on regarde le bac général, grosso modo, début des années 80, on était à moins 20% d'une tranche d'âge qui obtenait le bac général. Aujourd'hui, on est à peu près à 44-45% d'une tranche d'âge qui obtient le bac général. On était à une dizaine de pourcents qui obtenaient le bac technologique. On est environ à 16% d'une tranche d'âge qui obtient le bac technologique. Et puis, le bac professionnel, évidemment, on était à 0, parce qu'au début des années 80, il n'existait pas. Il a été créé en 1987 et il y a eu une progression continue, mais avec une évolution bien particulière, puisqu'on était dans une logique avant le baccalauréat professionnel de BEP, donc brevet d'études professionnelles, qui ensuite, on a ajouté à ces 2 ans de BEP, 2 ans de bac pro qui ont permis de construire le bac pro 4 ans, comme on l'appelait à l'époque. Et puis, nouvelle réforme, on a dit qu'il fallait le mettre en 3 ans. Donc, on est sur un cursus bac pro 3 ans. Le BEP a disparu au fur et à mesure. Et on repère comme ça les différents événements. Vous voyez, celui-ci, c'est le passage du bac pro 4 ans au bac pro 3 ans. Alors, quand on voit comme ça cache évidemment une donnée, c'est que le BEP a disparu et qu'en gros, les jeunes qui étaient en BEP, ils sont aujourd'hui en bac professionnel, si on veut aller très vite. Du quantitatif, vous aurez cette présentation, ça vous permettra de revenir et donc je ne vais pas détailler, si vous voulez, l'ensemble des données, mais on observe qu'au niveau du bac général, si je regarde par exemple la colonne des admis, on est à peu près à 360 000 jeunes chaque année, hein, c'est la session 2022, là, qui obtiennent le bac général. On est à peu près à 130 000 pour le bac technologique, toutes séries confondues, et on est à peu près à 170 000 pour le baccalauréat professionnel. 2 séries technologiques qui nous intéressent pour les sciences et technologiques en particulier, que j'ai mis en relief en bleu. STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. STL, Sciences et technologies de laboratoire. Quand on calcule le tout, ça fait à peu près 35 000 personnes, soit allez, moins de 5% des bacheliers. On va quand même pas loin avec ça. Okay. Alors on se dit où ils sont les autres. Les autres sont évidemment tout à fait intéressants, hein, mais ils ne sont pas dans le champ des sciences et technologiques au sens habituel du terme. Une mention spéciale pour STAV, c'est le ministère de l'Agriculture, donc vous savez quelle est sa destination. Donc il faut aller plus loin dans les détails, et vous pourrez les regarder attentivement. Je vous ai simplement mis en bleu les
les doublettes que l'on trouve aujourd'hui en terminale dans le cadre du bac général, qui sont apparentées à 2 spécialités scientifiques de manière générale. Vous voyez que mathématiques, physique, chimie, on a aujourd'hui 63 000 jeunes qui obtiennent le bac avec ces 2 spécialités scientifiques. Physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, on a à peu près 45 000 jeunes, soit 12%. Mathématiques et SVT, 5,5%. NSI, vous savez, la nouvelle spécialité qui a été créée, on est à, pardon que je suis sur la bonne ligne, on est à 2,7%. Sciences de l'ingénieur, on est à 1,5%. Voilà. Donc vous voyez l'ampleur aujourd'hui du choix de ces spécialités dans le cadre des parcours. Grosso modo, si on fait la somme, quand même, on va se dire on va être un peu court, quoi. On va être un peu court pour répondre aux enjeux que je vous annonçais tout à l'heure. Il va falloir fabriquer des batteries, il va falloir fabriquer des composants, puis il faut continuer à faire de la recherche. Donc, on a une petite préoccupation, là, si on fait une analyse des volumes grosse maille. Bon, une petite remarque osée. 2020, c'est l'aboutissement de la réforme en terminale, donc au niveau du bac. Je l'ai repéré ainsi. Avant, on avait des séries, et la série qui était la série dite scientifique, c'était la série S. On était grosso modo, vous le voyez, à un peu moins de 200 000 jeunes qui présentaient le baccalauréat S. Et avec cela, je vous ai tracé 2 courbes. En bleu ici, environ 150 000 jeunes qui choisissent 2 spécialités scientifiques parmi les 5 qui sont possibles dans le cadre du bac général, donc moins 25%, et environ 100 000, je fais vite, les jeunes qui choisissent la spécialité maths plus une autre spécialité scientifique parmi les 4 possibles. Voilà. Donc là, on est plutôt du côté de moins 50%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'on a perdu tous ces jeunes, bien que globalement, on ait quand même moins d'enseignement scientifique dans la société française au niveau du bac. Hein. On dispense moins d'enseignement scientifique ou technologique. Mais ça ne veut pas dire que tous les jeunes, là, qui étaient les 200 000, ils allaient tous vers après des licences scientifiques ou des écoles d'ingénieurs ou des choses comme ça. Simplement, la réforme met en évidence, elle révèle finalement les orientations des jeunes qui prenaient le bac S tout simplement comme le bac général et non pas forcément un bac scientifique et qui continuent à s'orienter à peu près comme ils s'orientaient précédemment. Voilà. Si on regarde l'apprentissage, je vais aller encore plus vite là-dessus. Vous voyez, on a des jeunes qui sont au niveau de l'apprentissage qui globalement sont constants depuis les années 2000, et puis plouf, il y a eu un changement, il y a eu des lois qui ont apparu, et on voit maintenant les effets de ces lois-là qui valorisent l'apprentissage et des jeunes qui finalement vont se diriger de plus en plus vers l'apprentissage. À noter que ce n'est pas forcément les bas niveaux, niveau 3, niveau 4, qui vont porter l'apprentissage, mais plutôt l'enseignement supérieur. Quand on regarde dans l'enseignement supérieur, la part des apprentis dans les grandes filières de l'enseignement supérieur, on a environ 16%, on était en 2020, ça a encore monté depuis. Donc, on a environ 16%, c'est la part donc, des apprentis dans l'ensemble de l'enseignement. Vous voyez, les plus forts, c'est 55%, c'est les licences professionnelles, c'est normal, c'était leur vocation d'être par apprentissage. Vous avez les écoles d'ingénieurs où on a environ 15-16% aujourd'hui d'apprentis ingénieurs. Voilà, quelques repères. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir compter aussi. On a un fort développement de l'apprentissage pour différentes raisons, mais parce que le législateur a souhaité, là aussi, mettre en place une politique d'apprentissage, notamment avec France, vous vous souvenez, la mise en place de France Compétences et des financements afférents. Je suis allé très vite, vous pourrez regarder évidemment ces différentes données, et à l'intérieur, je vous ai mis à chaque fois la référence
évidemment d'origine, vous les trouvez, c'est directement en ligne sur les sites du ministère de l'Enseignement supérieur ou de l'Éducation nationale. Et il y a plein d'autres tableaux qui sont très intéressants quand on gratte à l'intérieur. Alors, répondre aux besoins, aujourd'hui, si on regarde un petit peu les freins auxquels nous sommes confrontés, c'est certes une certaine inertie pour l'adaptation du système. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour mettre en place une formation. Il faut de l'ARH, il faut des équipements, il faut un certain nombre de choses, il faut construire les référentiels de formation, bien évidemment. On a un deuxième frein qui est qu'en termes d'orientation, le collège aujourd'hui, il est grosso modo construit sur le modèle du lycée général. Et il engage peu à s'orienter vers la voie professionnelle ou la voie technologique. Parce qu'il y a peu d'enseignement, il n'y a pas d'enseignement professionnel au collège et il y a peu d'enseignement de technologie au collège. On est maths, physique, SVT, langue, bien sûr, français, autant de disciplines évidemment utiles, mais qui ne donnent pas à voir évidemment des enseignements professionnels ou technologiques. C'est historique. On a une méconnaissance évidemment chez les jeunes et les familles des domaines d'activité, ces domaines qui sont porteurs, les métiers, les formations. On a une hiérarchie supposée des voies malgré les parcours qui sont extrêmement diversifiés. Je tenais aussi pour cela à vous les montrer. Si on considère qu'il faut aller en voie générale. Autant dans l'éducation nationale, on travaille évidemment pour changer ces représentations, que dans les familles, bien sûr. Et on a une orientation qui est profondément marquée par l'appartenance sociale et le genre. C'est marqué par ce qu'on appelle le PCS, c'est-à-dire la profession et la catégorie socio-professionnelle. On le retrouve dans le choix de spécialité. Vous voyez, qui choisit mathématiques dans la voie générale? 47% de PCS très favorisés. Qui choisit les physiques, chimie, etc. Bon, vous pourrez regarder attentivement. On s'aperçoit finalement que les choix des spécialités sont corrélés avec les professions et catégories socio-professionnelles. Donc ça doit interroger l'éducation nationale, mais la société dans son ensemble, pour qu'elle soit davantage démocratique. Et si on regarde aussi, c'est marqué, le genre, marque aussi les choix. On a 40% qui choisissent la spécialité mathématique en terminale. On peut les lister. On a du 80%, vous voyez, en langue, littérature et culture. Voilà. Et donc, c'est marqué dans un sens comme dans l'autre. Oui, je ne regarde pas que les sciences, on regarde ça au global. Et on aurait besoin aussi de garçons en santé et dans le social. Donc c'est un enjeu fort auquel nous sommes confrontés, qui est la mixité de genre dans les formations pour avoir une mixité de genre dans les métiers. Alors, quelles actions on peut mettre en place côté éducation nationale, côté enseignement supérieur, d'une manière un peu générale? Nous, on peut travailler sur l'évolution de l'offre de formation, comme je le disais, avec une certaine inertie. On le fait, bien sûr, avec les difficultés que j'évoquais tout à l'heure, bien entendu. On fait ce qu'on appelle des adaptations de formation. Avec les réformes, on crée des diplômes, on en supprime. Voilà. C'est encore plus long parce qu'il faut réunir tout le monde autour de la table, mais on le fait, bien entendu, et en permanence. Et l'État s'est engagé à rénover les diplômes professionnels tous les 5 ans, ce qui va faire un sacré boulot. On fait aussi ce qu'on appelle des colorations locales de formation pour répondre à des besoins plus ponctuels. On a aussi des actions sur les représentations, l'orientation, l'attractivité des filières. Et on a un levier particulier qu'on appelle les campus des métiers des qualifications, qui, grosso modo, est un réseau, si vous voulez, c'est un réseau d'acteurs qui permet de fédérer l'ensemble.
et qui nous permet de répondre à des appels à manifestation d'intérêt comme les compétences et métiers d'avenir. Je passe sur cela. Quelques exemples, on va en prendre deux. D'abord, il y a toutes les actions qu'on conduit, et puisqu'on est ici, on va mettre en valeur Giant, bien évidemment, avec Giant sur des opérations qui permettent aux jeunes de découvrir les sciences et ou de conforter des choix d'orientation. Donc on a différentes actions qui sont conduites. Nano at School, vous l'avez compris, autour de la nano et de la microélectronique. Innova School, autour de l'innovation. Le synchrotron, que vous connaissez à côté, Physiquarium. Energy at School, les enjeux de l'énergie, on parlait de batterie, on peut parler d'hydrogène. Et puis J'invente demain, qui est un programme qui a été là aussi mis en place plutôt à destination des collégiens afin de travailler l'amont de l'orientation. Un exemple, grenoblois, Vercor, qui est une entreprise qui travaille sur les batteries. On a l'installation aujourd'hui du centre d'innovation, où on aura à la fois un centre de formation qu'on appelle l'école de la batterie, et puis la mise en place d'une ligne pilote, même si la Gigafactory sera construite à Dunkerque. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a travaillé avec Vercor pour imaginer au niveau du volet formation ce qu'il fallait mettre en place pour former des opérateurs et des techniciens à la fabrication des batteries. Et on a fait donc, on a répondu avec Vercor en tant que pilote du projet à un AMI-CMA qui permet de financer ces opérations à hauteur d'un budget de 20 millions d'euros environ. L'école de la batterie, l'Académie de Grenoble, avec son campus, sont associés, et d'autres partenaires, l'AFPA, l'INP, le CEA, etc., sont ensemble associés, vous voyez, pour essayer de répondre à cet enjeu. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'on voit qu'autour de consortiums, finalement, on arrive à fabriquer des réponses par rapport à des enjeux qui sont des enjeux stratégiques de filière. Je terminerai par celui-ci d'exemple, c'est l'exemple autour de la microélectronique. On a un rapport qui date de 2020, qui est le rapport Q, qui avait été commandé par l'OPCO2I, qui indiquait les besoins vis-à-vis de l'électronique en général, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur, pas que la partie microélectronique. Mais sur Grenoble, on est très microélectronique. On a répondu, là aussi, éducation nationale, avec notre campus, avec l'UGA, bien évidemment, des entreprises, à l'AMI-CMA, pour monter un projet et essayer, là aussi, de répondre aux besoins en qualification et travailler sur l'attractivité. En même temps, on a un comité départemental de l'électronique qui a été mis en place sous l'égide de la préfecture de l'Isère, de manière à rassembler l'ensemble des acteurs. Donc on était en cohérence. Grosso modo, le projet FAME, qui est formation et attractivité métiers de l'électronique, c'est 10 millions d'euros en termes de budget, avec des partenaires, le CEH, l'EDR, Soitec, ST, l'Académie, Aledia, Dolphin Design, voilà, pour les principaux. Les deux objectifs que je vous citais, attractivité et répondre aux besoins en termes de formation. Donc attractivité, ça veut dire des réponses à court terme, et puis des réponses à moyen et à long terme. À court terme, c'est à un moment donné, il va falloir faire de la communication pour pouvoir sourcer les personnels et les former. À moyen terme, à long terme, ça veut dire comment on adapte le système de formation par la création de diplômes ou pas. La coloration de formation, c'est-à-dire la construction de modules formation qu'on intègre dans des formations déjà existantes, et puis répondre aux besoins de formation en termes de formation, voilà, c'est vraiment la fabrication des formations ad hoc. Je pense qu'il faut que je m'arrête ici. Je vous aurai encore un ou deux exemples sur cette présentation qui sont aussi des beaux exemples en termes de consortium et de construction collective de réponse à ces enjeux-là. Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup, Guy. Alors, vous pouvez poser dès à présent vos questions en salle, en levant la main, et puis aussi, nous apporterons donc le micro. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi en ligne, donc on verra ça tout à l'heure. Oui. Oui, bonjour. Alors, merci pour cet exposé très riche. Moi, j'ai deux questions. La première question porte sur la filière NSI. Oui. D'après les chiffres que vous avez donnés, si je ne me trompe, il y a actuellement 10 000 élèves dans cette filière, quelque part, je ne sais plus où. Or, les besoins qui sont évalués d'ici 2030, c'est 150 000 emplois, si je ne me trompe. Or, les étudiants qui vont arriver sur le marché du travail en 2030, c'est ceux qui sont actuellement en première, terminale, etc. Donc, avec les effectifs qu'il y a actuellement dans les lycées, on n'y arrivera jamais. Donc, est-ce que vous avez une réponse là? Parce que il me paraît que c'est quand même assez inquiétant. Alors, une des causes, moi j'ai lu un rapport qui a été présenté par la présidente de formation de CAPES dans la discipline, qui dit que une des causes de ça, c'est la suppression en terminale, le passage en terminale de 3 filières à 2 filières, qui aboutit au fait que les élèves, en fait, abandonnent NSI pour se concentrer sur des filières plus traditionnelles, plus classiques, et qui est dans leur esprit peut-être plus sûr. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que la situation est aussi dramatique que je le dis, ou est-ce qu'il y a des solutions? Parce que si c'est vrai, je veux dire, c'est hyper urgent. Donc, voilà. Alors, une réponse à votre question, bien sûr, j'en ai une. Une réponse au problème, c'est plus compliqué. Mais oui, ce que vous l'avez tout à fait souligné, les volumes aujourd'hui de NSI, qui est une spécialité, sont évidemment insuffisants pour répondre à l'ensemble des besoins du domaine de l'informatique. Hein, on fait grosse maille. Fort heureusement, on a des jeunes qui vont vers l'informatique qui ne passent pas par NSI. C'est-à-dire que c'est pas cette spécialité n'est pas la seule voie possible pour demain travailler dans l'informatique. On a eu très souvent des personnes qui faisaient des études de bio, par exemple, et qu'on reconvertissait à l'UGA en informatique lorsqu'ils ne trouvaient pas du travail. Je ne vous dis pas que c'est la bonne solution. Hein. Je vous dis simplement que dans l'urgence, on est aussi capable de s'adapter et on y pense, l'enseignement supérieur y pense, à reconvertir des personnes quand c'est nécessaire et que la filière demande moins d'emplois vers des métiers de l'informatique. Et c'est vrai que les personnes qui ont été formées aux disciplines scientifiques ont quand même un certain nombre de facilités à pouvoir petit à petit rentrer dans l'informatique. Alors, c'est aussi vrai ce que vous dites. Je suis allé très vite, bien sûr, mais en voie générale, quand vous choisissez en première, vous avez droit à 3 spécialités. Et quand vous arrivez en terminale, vous devez conserver 2 spécialités parmi les 3 que vous aviez en première. Et donc, une des spécialités qui est le plus abandonnée en terminale, c'est, alors la plus abandonnée, c'est SI, sciences de l'ingénieur, et celle qui est juste après, c'est NSI. Pourquoi? Parce qu'on a souvent, pas toujours, si vous allez voir les chiffres, ils y sont tous, hein, mais on s'aperçoit que souvent, il n'y a pas d'incohérence. Les jeunes qui choisissent SI, sciences de l'ingénieur, NSI, numérique et sciences informatiques, ils ont aussi choisi maths et ils ont aussi choisi physique-chimie. Voilà, bien souvent. Pas tous. Hein. On est surpris d'ailleurs dans le cadre de certains choix, ça a été voulu par le législateur ainsi. Mais après se pose la question, je passe de la première à la terminale, et pour faire très rapidement, j'avais maths, physique, NSI, puisque c'était la question, qu'est-ce que je garde, physique ou NSI? Parce que maths, il faut que je le garde, hein, parce que qui dit qu'il faut... Hein, vous voyez, dans l'imaginaire
de chacun. On dit maths, on ne peut pas s'en passer. Et puis physique, chimie, c'est le plus important. Et c'est le plus important parce que c'est ce que vont dire tous les professeurs de l'enseignement supérieur, ou presque, quand je vais dans les salons d'enseignement supérieur, c'est ce qu'ils disent. Ce sont ce que disent tous nos professeurs de classe préparatoire, parce que, oui, il y a MPSI, PCSI, PTSI, et je ne peux que reconnaître qu'évidemment, la physique-chimie, c'est important. Donc, le dilemme qui est posé, c'est effectivement de perdre une spécialité. Et on fait moins confiance aux nouvelles spécialités ou celles qui sont moins reconnues ou moins portées, comme les mathématiques et la physique-chimie. Ce qui est positif, c'est que on augmente le nombre chaque année, on augmente, on ouvre des formations dans le domaine de NSI, voilà, des spécialités. Donc on va dans le bon sens quand même. Mais on ne va pas assez vite et pas assez fort. On a une question, monsieur? Merci pour votre éclairage. Ça pose quand même la question du rôle fondamental de l'éducation nationale dans notre société, avec les réticences qu'il peut y avoir d'ailleurs et les blocages des élèves et des familles. Ceci dit, derrière ce que vous dites, il y a des choses cachées. J'étais assez expert dans ce domaine. En particulier, si les gens s'engagent, si les élèves veulent s'engager dans la filière générale, dans la fameuse filière S, où c'est là que j'ai décroché moi, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que la filière S, même en échec, prépare à une méthodologie qui sert partout et qui rend extrêmement adaptable, beaucoup plus que les autres. Faire une année de Cagne, par exemple, assure une réussite en fac de lettres. Et ça, les gens le savent en fait. Et donc, ils résistent aux injonctions que leur donne de s'orienter dans une petite case. Et je crois que c'est fondamental, quoi, en fait. Je ne suis pas inquiet, moi, sur la possibilité de recruter. Le système s'adaptera. C'est ce que vous avez dit, grosso modo. Hein. Les cadres vont changer. On va prendre là où on prenait des gens spécialisés de tel truc, on prendra un biologiste et il a la formation. Enfin, il a la méthodologie pour comprendre vite. Il faut distinguer le cognitif du savoir-faire qui a été acquis dans une filière. Et les savoir-faire sont souvent très, très identiques. Alors, c'est pas la seule voie, pour compléter d'ailleurs la réponse de tout à l'heure. NSI, en France, on a très peu de filles qui s'engagent vers NSI. Vous voyez, c'est bon. Je ferme la parenthèse sur NSI. Mais c'est un vrai sujet. Et parce qu'on a des orientations qui sont très genrées. Voilà. Elles sont très marquées socialement et elles sont très genrées. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Après, sur les voies de formation et les parcours, il n'y a pas un parcours qui est meilleur que l'autre. Il y a des parcours qui sont adaptés à chaque individu, à chaque élève, où il va davantage réussir quand il choisit une série technologique ou une filière professionnelle. On a de très beaux exemples de réussite par ces voies-là, y compris au CEA, on en connaît quelques-uns. Et bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, la masse des élèves se trouve aujourd'hui plutôt dans la voie générale, puisqu'on a 45%, grosso modo, d'une tranche d'âge qui obtient un bac général. Donc c'est aussi la perception qu'on a, c'est que les autres sont moins importantes en flux. Je vous le disais sur les séries technologiques, on est à moins de 5% du volume de bacheliers, si on regarde uniquement STI 2D, STL. Donc elles manquent de visibilité. Et pourtant, ce sont des séries qui préparent très bien à l'approche expérimentale, vous voyez, des sciences. Voilà. On a besoin, en fait, de tout le monde, quoi, dans le domaine des sciences et des technologies, à des emplois de chercheurs, à des emplois de techniciens. On a même formé, je n'ai pas eu le temps de vous le décrire, mais des opérateurs pour le CEA de manière contractuelle avec notre GRETA, c'est-à-dire notre établissement qui assure la formation continue des personnels, grâce à des personnes qu'on est allé sourcer, avec donc des personnes qui sont en retour à l'emploi et qui vont assurer ces fonctions-là. Donc il faut vraiment qu'on ait une vision large. Il faut couvrir le spectre
l'ensemble des besoins. Merci Guy. On a une question en ligne. Je ne sais pas si on va la publier. Pour maths, physique, NSI, on a une majorité de très favorisés et de moyens. Comment expliquez-vous qu'il y a moins de favorisés? On est sur des représentations sociales. Hein, voilà. L'ensemble de ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des représentations et on considère dans les milieux très favorisés, mais je ne dis pas que c'est un bien, que c'est un mal, simplement. Hein, on constate ces corrélations, on considère que les mathématiques et la physique-chimie sont les spécialités qu'il faut faire quand on veut se diriger vers les métiers scientifiques. Or, aujourd'hui, le lycée propose d'autres possibilités en termes de couplage des spécialités avec NSI, avec SI, avec SVT aussi. On a pas mal de couplage, par exemple, sur SVT et puis physique-chimie. Des jeunes qui, dans la construction de leur projet, ont envie d'aller vers ce qu'on appelle le PASS aujourd'hui, médecine pour faire plus rapide. Vous voyez, ou la licence LAS, qui est aussi une deuxième voie d'accès à ces métiers-là. Donc, on est profondément sur des représentations sociales, ce qui explique les différences que l'on a entre les choix très favorisés, et puis les moins favorisés. Mais on peut regarder plus attentivement. Hein, si vous regardez par exemple, je le cherche, mais je vais le trouver, les sciences économiques et sociales, hein, qui est le deuxième choix, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions sur les très favorisés. Par contre, les défavorisés, ils sont en toute proportion relativement importants. Alors, il faut arriver à le lire globalement, hein, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble, où on a 40% de favorisés, de très favorisés ici, et 21% de défavorisés. Ben oui, parce que déjà, les défavorisés, ils vont moins souvent en voie générale que les très favorisés. Donc, pardon. Il y a beaucoup de corrélations à regarder. On le voit, hein, on a deux axes majeurs. C'est vraiment la question sociale, de l'égalité sociale, et puis celle de l'égalité homme-femme dans les choix. Mais tout ça, ce sont véritablement des représentations qu'il faut travailler. C'est pour ça qu'en même temps qu'on dit il faut développer des formations, on a dans toutes les actions qu'on développe à travers les financements sur nos réponses aux appels à manifestation d'intérêt, on a un axe attractivité pour travailler ces questions-là. Parce qu'on peut ouvrir une formation, si on n'arrive pas à la remplir, on n'aura pas résolu le problème. Or, aujourd'hui, il y a des formations dans ces domaines-là qu'on ne remplit pas. On pourrait remplir davantage des sections, pour celles que je connais, en BTS, en IUT. Les écoles d'ingénieurs, grosso modo, elles arrivent à remplir. Vous voyez, toute proportion gardée. Une dernière question peut-être en ligne. Alors, pensez-vous qu'il faille se concentrer sur les formations pour étudier, concevoir les composants ou les systèmes, c'est-à-dire avoir une vision large, multidisciplinaire? Je ne sais pas si tu saisis la question. Alors, on a de plus en plus besoin, évidemment, d'avoir une approche pluridisciplinaire sur les systèmes. Hein. On le voit, ils sont d'une complexité inouïe, et donc on a besoin d'approches qui soient des approches véritablement pluridisciplinaires. Mais on a en même temps besoin de spécialistes, hein, parce que ça devient pointu dans un tas de domaines. Et un produit aujourd'hui, c'est des experts pointus dans un tas de domaines, et puis qui sont capables de discuter ensemble. Parce qu'on a besoin d'avoir cette vision pluridisciplinaire globale. Donc je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais du côté éducation nationale, nous, on essaie de travailler ces compétences pluridisciplinaires pour qu'ils aient au moins une base et une façon, on travaille beaucoup la communication et le travail de groupe pour qu'ils puissent travailler davantage collectivement.
Très bien. Je pense qu'on peut remercier Guy à nouveau pour avoir répondu à toutes ces questions et Merci pour sa à vous. présentation. Juste un petit rappel donc alors nous vous remercions donc pour avoir suivi donc cette conférence. Le replay sera disponible en principe dès cet après-midi. Je n'annonce pas encore le prochain Midi Minatech by Giant parce on doit consolider une date. Pour les personnes sinon qui ont réservé un sandwich, il vous attend devant les portes de l'amphi. Oui, là, ici à l'étage. Le nombre de sandwichs étant limité, vous connaissez la chanson. Nous vous remercions de bien vouloir respecter votre réservation ou votre non-réservation. Merci et à bientôt.